It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Parker risque tout pour une toute nouvelle usine de lavage, avec pour objectif de récolter la somme astronomique de 14 millions de dollars cette saison. Son opération de confiance, Big Red, est en voie de fermeture, le laissant sans soutien si son plan échoue. Ce coup audacieux rendra-t-il Parker plus riche que jamais, ou se transformera-t-il en désastre financier? Découvrons la vérité derrière son pari qu'il a placé sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. La machine qui pourrait tout gâcher. Tout est en place. La pompe à eau, le plateau vibrant, les convoyeurs. L'équipe surveille chaque détail, car avec une machine aussi nouvelle, il n'y a pas de place pour l'erreur. Première étape, faites couler de l'eau dedans. Si ça marche, ils commenceront à le nourrir de terre en espérant qu'il ne se désagrège pas. Mais les choses ne se passent jamais aussi bien. Dès qu'ils essaient de le démarrer, quelque chose cloche. Rien ne tourne. Pas de shaker. Aucun mouvement. Juste un silence de mort. Et quand il n'y a plus d'électricité, c'est un sérieux problème. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une chose est claire. Cet échec est bien pire que prévu. Et ce ne sera pas le seul désastre qui menacera toute la saison de Parker. Ils commencent à résoudre le problème. Vérification de la tension. Réarmement des disjoncteurs. Tout le monde est sur les nerfs. Le nouveau pont vibrant fonctionne grâce à un générateur incroyablement puissant, ce qui signifie que le moindre faux mouvement pourrait être dangereux. En remettant le disjoncteur en marche, le système subit une surtension. Le véritable test commence. La poussière commence à tomber. Mais alors que les choses semblent fonctionner, sur cette plante en particulier, 80% de sa récupération est là, et 10% supplémentaires ici. Et entre 4 et 6 mois, il nettoie l'extrémité. Il nettoie ici tous les jours ou tous les 2 jours, selon la quantité de matériaux et la durée de l'exploitation. L'eau commence à jaillir d'où elle ne devrait pas. Une fuite importante. Quelque chose n'est pas bien serré et l'eau jaillit de partout. Mauvaise connexion. Une pince desserrée. Quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise nouvelle. Parker et son équipe sont dans une situation difficile. La fuite d'eau s'aggrave et il faut agir vite avant qu'elle n'aggrave les problèmes. Sans réparation, l'opération pourrait être ralentie, voire interrompue. Parker prend une décision rapide. Il ferme complètement la rampe d'arrosage. Ce n'est pas parfait, mais au moins ça empêche l'eau de se répandre partout. La bonne nouvelle, c'est que la saleté peut enfin commencer à circuler dans le système. Ce moment est crucial. Ils ont passé plus de 2 ans à construire cette station de lavage, et elle est enfin opérationnelle. Mais ce n'est pas parce qu'elle fonctionne qu'elle sera une réussite. La vraie question est, ce tout nouveau système rapportera-t-il plus d'or que Big Red? Ou Parker a-t-il simplement gaspillé des millions pour une idée qui ne fonctionnera jamais? L'heure de vérité arrive. Le décompte de l'or est primordial. Peu importe le travail acharné ou le nombre d'heures consacrées, la seule chose qui compte au final, c'est la quantité d'or récoltée. Tout d'abord, il pèse l'or de Big Red. Cette installation de lavage est la machine la plus fiable de Parker depuis des années. Elle a traité des milliers de mètres cubes de terre et extrait une énorme quantité d'or. Même si elle ferme pour la saison, elle parvient quand même à rapporter plus de 300 onces. Peu importe la quantité d'or qu'elle contient, je tiens à le dire maintenant, au cas où ce serait un échec. La transition, vous avez réussi. Super. C'est parti. Premier nettoyage à Australia Creek. C'est une prise colossale, qui vaut une fortune. C'est la preuve que Big Red est toujours une excellente machine. Mais Parker n'a pas investi dans une nouvelle station de lavage juste pour égaler ce qu'il possédait déjà. Il espérait quelque chose de mieux, de plus grand, qui propulserait son exploitation aurifère au niveau supérieur. Il est maintenant temps de voir si Roxanne sera à la hauteur de ses attentes. Roxanne ne court que depuis 2 jours, mais elle doit faire ses preuves dès maintenant. S'il ne fait pas mieux que Big Red, alors tout ce que Parker a investi dans ce nouveau système sera gaspillé. La pesée commence. Tout le monde reste silencieux en attendant les chiffres. Le chiffre final arrive. Seulement 56 onces. La salle reste silencieuse. Personne ne dit un mot. C'est un désastre. Parker perd son sang-froid. C'est loin d'être ce à quoi il s'attendait. Il avait besoin que Roxanne rapporte bien plus d'or. Et maintenant, il ne peut s'empêcher de se demander s'il a pris la mauvaise décision. Il pensait que ce nouveau système changerait tout pour le mieux. Au lieu de cela, il semble que cela pourrait se transformer en l'une des plus grandes erreurs de sa carrière minière. Mais il n'y a plus de retour en arrière possible. La seule option est de continuer. Le total de la saison continue de progresser.
et ils ont enfin franchi une étape importante. Plus de 5011 stores. C'est une quantité incroyable. Un rêve pour la plupart des mineurs. Mais pour Parker, ce n'est pas suffisant. Il sait que 5011 ne couvriront pas tous les coûts. La nouvelle station de lavage, le carburant, l'équipement, les paiements massifs de fin de saison. Tout cela s'additionne. S'il ne rapporte pas plus d'or, il risque de tout perdre. Il ne peut pas se permettre d'échouer maintenant. Il se fixe un nouvel objectif, 7011. La saison de Parker ne se passe pas bien. Mais abandonner n'est pas une option. Il a traversé des moments difficiles depuis son enfance, lorsqu'il a appris à exploiter des mines. L'enfant qui a déjoué les pronostics. Parker Schnabel n'a pas eu une enfance tout à fait normale, né au milieu de nulle part, à Haines, en Alaska. Le 22 juillet 1994, il ne passait pas ses journées à jouer à des jeux vidéo ou à courir dans le quartier. Non. Il était plongé jusqu'aux genoux dans la terre, suivant les traces de son grand-père, John Schnabel, propriétaire de la mine Big Nugget. Pendant que la plupart des enfants apprenaient à faire du vélo, Louis, il apprenait à creuser pour trouver de l'or. Et disons qu'il prenait cette leçon très au sérieux. À 5 ans, il passait déjà ses étés à la mine. Il observait, apprenait et se salirait les mains. Ce n'était pas une simple tradition familiale. C'était tout son univers. Le lycée n'y a rien changé. Bien sûr, il faisait partie de l'équipe de basket. Mais soyons honnêtes, le basket n'était qu'un petit boulot. Le vrai travail se déroulait toujours à la mine. Pendant que ses camarades de classe s'inquiétaient des notes et du bal de fin d'année, il cherchait comment extraire l'or du sol et le transformer en argent. Puis vint la grande décision, l'université ou l'exploitation minière. La plupart des parents auraient poussé leur enfant à faire des études supérieures. Mais lui, il n'avait pas le temps pour les cours et les examens. Au lieu de cela, il a investi jusqu'au dernier centime de ses économies pour ses études dans l'exploitation minière. C'était un choix courageux. Mais visiblement, il savait ce qu'il faisait. Et c'est ainsi que sa carrière indépendante a débuté. À 6 ans, alors que la plupart des adolescents apprenaient à conduire, il dirigeait Big Nugget Mine. C'est vrai, à peine assez âgé pour avoir une licence. Et il gérait déjà une exploitation minière complète. Son équipe? Des gars 2 fois plus âgés que lui. La pression? Incroyable. Mais il n'a pas simplement survécu. Il a prospéré. Il a dirigé l'équipe, pris les décisions et assuré la prospérité. Et comme si cela ne suffisait pas, il a réussi à attirer l'attention des producteurs de télévision. C'est alors qu'est arrivée la ruée vers l'or de Discovery Channel. Ce qui avait commencé comme une entreprise familiale est rapidement devenu sa réussite personnelle. Les caméras suivaient chacun de ses faits et gestes, capturant ses victoires, ses défaites et sa détermination sans faille qui le distinguait de tous les autres. Et puis, dans la saison 4, il a fait un geste qui allait tout changer. Oui, je ne pense pas que gérer les résidus miniers de ces usines serait un travail à temps plein. Tyler s'en occupe actuellement, mais c'est probablement un poste d'opérateur de chargeuse. Il s'est séparé de la mine Big Nugget et s'est lancé à son compte. Au lieu de jouer la sécurité, il a loué des terres au légendaire mineur Tony Beats, dans le Klondike. Le pari s'est avéré largement payant. Cette première année, plus de 1,01 store. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est révolutionnaire. Soudain, il n'était plus un simple gamin au grand-père célèbre. C'était un sérieux concurrent dans l'industrie aurifère, et tout le monde le savait. Bien sûr, la télé-réalité adore les histoires de réussite, et il a tenu parole. Très vite, il a lancé son propre jeu dérivé, Gold Rush, Parker's Trail. Il ne s'agissait pas seulement d'exploitation minière, mais de relever le défi à l'échelle mondiale. Des jungles guyanaises aux paysages accidentés de Papouasie-Nouvelle-Guinée en passant par l'outback australien, il a prouvé qu'il pouvait maîtriser tous les terrains. Il ne s'agissait plus seulement d'extraire de l'or du sol. Il s'agissait de repousser ses limites et de prouver que, où qu'il aille, il pouvait y arriver. Et parlons argent, car ces chiffres sont tout simplement incroyables. À 24 ans, il avait déjà extrait pour plus de 13 millions de dollars d'or. Pensez-y un instant. La plupart des jeunes d'une vingtaine d'années survivent à peine, croulant sous les prêts étudiants. Et lui, il tire des millions de la terre. Mais le plus fou, il ne vit même pas comme un millionnaire. Pas de voiture clinquante, pas de manoir gigantesque, juste plus d'exploitation minière. Il investit presque tout dans son entreprise, en constante expansion et croissance. Ce dévouement a cependant un prix. Si son empire minier prospérait, sa vie personnelle en a subi de sérieux revers.
Des relations amoureuses? Disons qu'elles ne font pas bon ménage avec un emploi du temps chargé. Sa relation la plus connue est celle avec Ashley Ewell, une infirmière vétérinaire australienne. Elle est même apparue dans Gold Rush, où elle donnait un coup de main à la mine. Mais soyons réalistes. Être en couple avec un homme obsédé par l'exploitation aurifère? Pas facile. Ils ont fini par se séparer. Et il a admis ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour que ça marche. Priorities. Non? Malgré tout, il n'a jamais changé d'approche. C'est un leader pragmatique, toujours au cœur de l'action avec son équipe. Il ne reste pas assis dans un bureau à aboyer des ordres. Il est sur le terrain à faire fonctionner les machines, à résoudre les problèmes et à s'assurer que chaque once d'or est comptabilisée. C'est pourquoi son équipe le respecte. Il n'est pas seulement le patron, il fait partie intégrante du travail. Mais tout n'est pas rose. L'exploitation minière est rude. Les pannes d'équipement, les intempéries et les contretemps sont inévitables. Mais lui, il ne recule pas. Il trouve toujours le moyen de faire fonctionner les choses, même les plus difficiles. C'est cette résilience qui lui permet de rester au sommet. Là où d'autres plieraient bagages et abandonneraient, il creuse plus profondément, au sens propre comme au sens figuré. Parker est passé du statut de jeune apprenti mineur à celui de chercheur d'or de haut niveau. Mais réussir dans ce secteur comporte toujours de gros risques. Les coups les plus audacieux de la ruée vers l'or. La ruée vers l'or est une de ces séries qui vous captivent par de grandes promesses, mais vous fidélisent par des catastrophes encore plus grandes. Il ne s'agit pas seulement de déterrer de l'or. Il s'agit de voir des hommes adultes risquer leur vie à la poursuite d'un rêve rarement récompensé. Dès le début, ce fut le chaos. Todd Hoffman, un homme sans aucune expérience minière, réussit à convaincre une équipe d'amis tout aussi ignorants de s'aventurer dans les étendues glaciales de l'Alaska pour faire fortune. Ils étaient mal équipés, avaient moins de chance et n'avaient absolument aucune idée de ce qu'ils faisaient. Mais d'une certaine manière, cela suffisait à accrocher les gens. Et puis il y avait Parker Schnabel, un jeune qui semblait digne d'être dans une résidence universitaire plutôt que de diriger une immense exploitation minière. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Connaissance réelle. Il a repris la mine Big Nugget de son grand-père, John. Il n'était pas un simple gamin qui jouait dans la terre. Il savait comment faire fonctionner les choses, mais cela ne signifiait pas que ce fût facile. L'une de ses décisions les plus folles fut d'investir la totalité de ses fonds d'études dans son exploitation minière à seulement 18 ans. Ce n'est pas de l'ambition, c'est de la pure folie. Mais ça a payé, et Parker est devenu celui que tout le monde voulait battre. Nous avons ensuite Tony Beets, ce Hollandais à la grande gueule qui a bâti sa carrière sur sa connaissance de l'exploitation minière, plus que quiconque. Il ne s'est pas contenté de chercher de l'or. Il a reconstruit du matériel minier ancien et l'a remis en état de marche. Son plus grand projet? Transporter une drague minière vieille de 75 ans d'un endroit à un autre, pièce par pièce, et la remettre en état de marche. Ce fut un cauchemar. Mais lorsque le projet a finalement fonctionné, il a prouvé que l'exploitation minière traditionnelle avait encore sa place dans un monde peuplé de machines de haute technologie. Bien sûr, les Hoffman n'ont pas pu éviter les ennuis. Cette plante a une largeur de passage beaucoup plus importante. C'est ce qui devrait augmenter notre superficie et nous aider à payer tout le salaire que nous devons payer ici, à Dominion, dans le Money Pit. C'était un peu risqué de se lancer dans quelque chose qui n'avait pas encore été testé en fin de saison. Ils ont décidé de quitter le froid du Grand Nord pour la jungle sud-américaine et prendre un nouveau départ. Ça paraît malin, non? Sauf qu'ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient. La chaleur, la faune dangereuse, la pluie incessante. Ce fut un désastre dès le départ. Le pire? Le sol était presque sans or. Après avoir dépensé des mois et des sommes faramineuses pour tenter de faire fonctionner leur projet, ils sont repartis avec presque rien. Si Gold Rush avait besoin d'un exemple parfait de ce qu'il ne fallait pas faire, c'était bien celui-là. Parker, Louis, se fixait des objectifs absurdes. En une saison, il visait 2,011 d'or. C'est un chiffre incroyable, mais il n'y est pas parvenu. Il a dépassé le record de 411. Ce n'était pas de la chance, c'était une question de talent, de planification et de véritable écoute de ceux qui savaient ce qu'ils faisaient. À chaque échec des Hoffman, Parker les a rendus encore pires en réussissant. Mais la série ne se résumait pas à des fouilles. C'était une histoire de drame. Les tensions étaient vives entre les équipes minières, surtout lorsqu'elles devaient travailler à proximité les unes des autres. Les disputes concernant les terres,
Le matériel et même le partage de l'or transformaient de petits désaccords en véritables bagarres. Certains d'entre eux avaient du mal à tenir le coup quand tout allait bien. Quand les choses tournaient mal, c'était le chaos. Les regarder s'en prendre à eux était l'une des raisons pour lesquelles les gens suivaient les émissions. Ensuite, il y avait la recherche constante d'une meilleure technologie. L'exploitation aurifère n'est plus ce qu'elle était, et l'émission a tenu à le souligner. Les équipes ont constamment modernisé leur matériel, utilisant d'immenses stations de lavage, des excavatrices géantes et d'autres équipements de pointe pour extraire toujours plus d'or du sol. La différence entre les premières saisons et les suivantes était flagrante. Les mineurs les plus intelligents se sont adaptés, tandis que les autres ont simplement investi de l'argent dans les problèmes en espérant que tout irait pour le mieux. Devinez lesquels ont réussi. L'extraction de l'or ne se résume pas à creuser. C'est un métier difficile où le mauvais temps, les machines en panne et les difficultés personnelles peuvent tout emporter. Le pire cauchemar des chercheurs d'or. La météo était un autre facteur qui refusait de coopérer. Neige, pluie, inondations, peu importe la situation, cela a ruiné la saison minière de certains. Certaines années ont été brutales. L'hiver arrivait tôt, paralysant tout avant que les mineurs puissent atteindre leurs objectifs. Le dégel printanier inondait les concessions minières, emportant les ressources avant même qu'elles ne puissent y accéder. Et comme l'extraction de l'or est une course contre la montre, chaque journée de mauvais temps signifiait une perte d'argent. Il y en avait beaucoup, mais il n'y avait pas que l'or. Les histoires personnelles rendaient le spectacle encore plus intense. Le décès de John Schnabel a profondément affecté Parker. Son grand-père n'était pas seulement un mentor. C'est grâce à lui que Parker s'est lancé dans l'exploitation minière. Cette défaite a été l'un des rares moments où la série s'est éloignée du chaos pour se concentrer sur quelque chose de concret. Et c'est pourquoi les gens ont continué à regarder. Il ne s'agissait pas seulement d'or. Il s'agissait de personnes qui tentaient de l'obtenir. L'arrivée de nouveaux sites miniers ajoutait encore plus de complexité. Lorsque les équipes s'installaient dans des régions comme le Yukon ou le Klondike, elles devaient composer avec de nouvelles réglementations, un nouveau terrain et de nouveaux défis. Certains ont bien géré la situation, d'autres moins. Les voir lutter pour s'adapter m'a rappelé une fois de plus que l'exploitation minière n'est pas pour les âmes sensibles. Les relations entre les membres de l'équipage étaient toujours au bord de l'explosion. Être coincé au milieu de nulle part avec les mêmes personnes pendant des mois est le meilleur moyen de déclencher des disputes. Et lorsque des millions de dollars sont en jeu, ces disputes s'enveniment encore. Certaines équipes ont travaillé comme une famille. D'autres se sont affrontées dès que les choses se sont compliquées. Quoi qu'il en soit, cela a donné une excellente émission. Ensuite, il y avait le problème de l'argent. L'exploitation minière coûte cher. Ces gens ont investi tout ce qu'ils avaient dans leurs opérations, espérant réussir. Mais il n'y avait aucune garantie. Ils devaient constamment parier sur la valeur d'un nouvel équipement ou sur la possibilité de trouver de l'or dans une nouvelle concession. Lorsqu'ils se trompaient, ils perdaient tout. C'était brutal à regarder, mais c'est ce qui le rendait si addictif. Et n'oublions pas le drame familial. Il faudrait qu'ils descendent un peu plus. Non? Oui, mais cette fin doit se passer comme ça. Parker, genre 30 cm. Impossible, car il doit descendre à cause du pont de l'écran. Oh, putain! Beaucoup de ces mineurs travaillaient avec des proches, ce qui compliquait encore les choses. Gérer une entreprise est déjà assez difficile sans y ajouter des problèmes familiaux. Mais c'est exactement ce qui s'est produit saison après saison. Pères et fils, frères, et même maris et femmes, tous ont dû trouver comment faire fonctionner leur entreprise. Parfois, ils y sont parvenus. Parfois, ça leur explosait au visage. Le monde minier ne se résumait pas seulement aux acteurs principaux. L'émission présentait toutes sortes d'experts locaux, de mineurs rivaux et de professionnels qui savaient comment faire. Ces personnages secondaires ont ajouté de la profondeur, montrant qu'il existait de nombreuses façons d'extraire de l'or et de nombreuses façons de le rater. L'extraction de l'or est physiquement brutale, et la série n'a pas ménagé ses efforts. The Longs Her, un travail éreintant et des équipements dangereux faisaient partie intégrante du métier. Les mineurs en payaient le prix fort, comme le reflétait l'épuisement de chaque visage à la fin de chaque saison. Puis, il y avait le plus gros imprévu, le prix de l'or. Si le cours de l'or était élevé, les mineurs osaient, prenant des risques qu'ils n'auraient peut-être pas pris autrement. Si l'or chutait, la panique s'installait. Des saisons entières dépendaient de la situation du marché. Personne n'avait de contrôle sur la situation, ce qui rendait les enjeux encore plus importants.
Le pari audacieux de Parker sur cette nouvelle usine de lavage est-il un coup de génie qui lui rapportera des millions? Ou se prépare-t-il à un échec cuisant qui pourrait mettre fin à sa saison? Avec un tel enjeu, un seul faux pas pourrait tout lui coûter. L'audace de Noble. Parker n'a pas hésité lorsque son voisin, probablement excédé par le bruit et le chaos d'un empire minier aurifère voisin, a évoqué l'idée de vendre son terrain. Au lieu de hausser les épaules, il saisit l'opportunité comme un faucon guettant une proie. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter quelques hectares supplémentaires pour se dégourdir les jambes. Il s'agissait de s'emparer d'un terrain aurifère de premier choix, et il ne perdit pas de temps pour conclure l'affaire. L'encre du contrat était à peine sèche que l'empire de Parker s'étendait à nouveau, engloutissant une part toujours plus grande des terres aurifères du Yukon. Mais sous ces terres se cachait quelque chose de bien plus précieux que l'or. Le prix? La somme astronomique de 2,5 millions en espèces sonnantes et trébuchantes. Une telle somme ne traîne pas dans les tiroirs, attendant d'être dépensée, et il savait exactement dans quoi il s'engageait. Son exploitation minière devrait générer une belle récolte pour que cet achat en vaille la peine. L'exploitation aurifère n'est pas une activité prévisible. Une mauvaise saison, une panne d'équipement ou un événement météorologique exceptionnel. Et soudain, cet investissement paraît beaucoup plus risqué. Ce n'est pas un pari risqué. C'est un pari à tapis sans possibilité de se coucher. Si Caden ne l'avait pas remarqué, la pompe serait déjà sous l'eau et nous serions à l'arrêt. Il n'est pas du genre à s'inquiéter des éventualités. Déjà endetté jusqu'au cou, il ne semble pas trop inquiet d'en rajouter. Selon lui, accepter l'endettement fait partie du jeu. Une attitude audacieuse, mais qui pourrait facilement se retourner contre lui si les filons d'or ne donnent pas les résultats escomptés. Il n'y a pas de filet de sécurité dans ce secteur. Soit le terrain paie, soit toute l'opération s'effondre rapidement. La seule façon de sortir du trou est de continuer à creuser, en espérant que la prochaine pelletée de terre apportera la chance plutôt que le désastre. Certains pourraient se demander si tout cela était vraiment nécessaire. Une simple clôture aurait séparé le terrain du voisin, lui faisant économiser quelques millions au passage. Mais les petits coups ne sont pas son style. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir plus de saleté. Il s'agit d'avoir le contrôle total. Il a acheté non seulement le terrain, mais aussi l'entreprise elle-même, intégrant ainsi l'ensemble de ses activités à son activité déjà colossale. La mentalité de rachat bat son plein et il n'y a plus de retour en arrière possible. Ce dernier achat propulse son royaume vers un terrain véritablement absurde. 9,550 acres de terre riche en or. C'est un empire, pas une concession minière. Avec un tel territoire sous son contrôle, il est quasiment un seigneur de guerre du Yukon, se créant une immense étendue de territoire où seule son exploitation règne en maître. Mais si tous ces terrains semblent prometteurs en théorie, ils s'accompagnent d'une montagne de cauchemars logistiques. Plus de terrain signifie plus d'employés, plus de maintenance, plus de pannes d'équipement et plus de risques de dérapage. Une barre critique de l'usine de lavage s'est fissurée. Et si cette chose disparaît, toute l'opération s'arrête. Pas d'usine, pas d'or, pas de profit. Soudain, cet investissement de 2,5 millions semble un peu fragile. Une opportunité d'investissement. Wow, vraiment génial. Et est-ce une coopérative? Sont-ils tous copropriétaires ou s'agit-il d'une société? Réparer la station de lavage ne se résume pas à coller du ruban adhésif en espérant que tout ira bien. Cela demandera du temps, de la main-d'œuvre et beaucoup de chance. Si la réparation ne tient pas, ce n'est pas une mauvaise journée. Ce sont des semaines de production perdue, de l'argent jeté par les fenêtres et un casse-tête encore plus grand à gérer. Son équipe se démène pour le remettre en état de marche. Les mécaniciens travaillent contre la montre, essayant de consolider la pièce cassée avant que tout ne s'effondre. Ce n'est pas le genre de problème qu'on peut ignorer. S'ils ne le règlent pas rapidement, ils pourraient tout aussi bien jeter des sommes colossales par les fenêtres. Chaque minute d'arrêt de l'usine est une perte d'argent. Avec le montant de ses dettes, il a peu de marge de manœuvre pour les revers. Son ambition est indéniable. Il ne se contente pas de petites victoires. Il veut tout, et il le veut tout de suite. Ce genre d'expansion agressive n'est pas pour les âmes sensibles. Il faut des nerfs d'acier, une volonté de faire et un refus catégorique d'admettre l'échec. Mais l'ambition seule ne suffit pas. Il a besoin de l'or pour la soutenir. Sinon ce terrain, d'un investissement de rêve, se transformera en cauchemar financier. Même si tout se déroule comme prévu, ce n'est que le début d'un défi bien plus grand. Être propriétaire du terrain est une chose, le rentabiliser en est une autre. Il faut construire des infrastructures.
Les équipements doivent être entretenus et la main-d'œuvre doit être gérée comme une machine bien huilée. Chaque jour apporte son lot de problèmes et chaque problème engendre de nouvelles dépenses. Plus il avance dans le jeu, plus la pression est forte pour continuer à gagner. Notre total de la saison est de 5,66. On a franchi la barre des 5-0. Les gars, santé, c'est vraiment cool. Mec, un faux pas pourrait tout faire s'écrouler comme un château de cartes. À son usine de lavage, la situation devenait précaire. Un équipement essentiel, la goulotte, tenait bon. Elle vacillait tellement qu'elle semblait prête à s'effondrer. Et quand cela arrive, plus rien ne sort d'une usine de lavage en panne. L'équipe s'est empressée de réparer le problème, soudain comme si leur salaire en dépendait, car c'était le cas. Pendant ce temps, il était occupé à faire son prochain gros coup, comme si dépenser des millions n'était qu'un mardi comme les autres. En parlant de dépenses, parlons de sa récolte d'or de la semaine. Tout d'abord, la longue coupe sur Dominion a été particulièrement brillante, amassant plus de 150 onces comme si de rien n'était. Ensuite, Big Red a travaillé sur la coupe du pont. Celui-là, pas terrible, peinait à atteindre 2,8 litres par semaine. Aïe, chez Ken's 5. Par contre, ils en tiraient plus de 56 grammes par heure. Pas mal, mais il fallait quand même que le nouvel acquéreur prenne le relais pour que toute cette opération en vaille la peine. Acheter était facile. Maintenant, le vrai travail commence. Un pari risqué sur un nouveau territoire. Quant à son équipage, il n'apprécie peut-être pas ses dépenses excessives. Mais tant que l'or coulera à flot, ils continueront à creuser. Après tout, quand on travaille pour lui, mieux vaut se préparer à une aventure mouvementée. Mais revenons un peu en arrière. L'exploitation de Sulphur Creek n'était pas une décision prise sur un coup de tête. Il observait ce terrain depuis un moment, l'observant de loin, attendant le moment idéal pour le découvrir. Cet homme a l'œil pour les terrains riches en or. Et s'il y a une chose à laquelle il fait plus confiance que tout, c'est son instinct. Et cette fois, son instinct lui a dit de lâcher des millions sans hésiter. La décision n'a pas été sans casse-tête. Acheter un terrain ne se résume pas à jeter une valise pleine d'argent sur la table et à serrer des mains. Il y a eu des négociations dans les méandres habituels de la bureaucratie. Il a dû faire preuve d'ingéniosité et s'assurer qu'il ne jetait pas de l'argent par les fenêtres. Mais finalement, tout s'est mis en place, et comme par magie, Sulphur Creek était à lui. L'excitation d'une nouvelle concession s'accompagne de son lot de pression. Les attentes sont énormes et tout le monde regarde. Le projet sera-t-il concluant? Sera-t-il un échec? C'est le pari risqué. Mais il n'est pas du genre à se contenter de remettre en question ses choix. Dès la signature des papiers, il était prêt à mettre Sulphur Creek au travail. De retour à la station de lavage, la tension était à son comble. L'équipe ne se contentait pas de gérer le train-train habituel de la saison. Ils peinaient également à gérer le pari risqué de leur patron. Si Sulphur Creek n'était pas performant, ce ne serait pas seulement son problème, ce serait aussi le leur. Les longues journées, les pannes incessantes, la quête incessante du prochain gros lot. Il fallait que ça en vaille la peine. Les mécaniciens travaillaient à plein régime, s'assurant que tout était bien verrouillé. Je n'allais laisser personne me freiner. C'est pourquoi, dès qu'il y avait un problème, je le faisais savoir. On licenciait des gens. Tu es parti tôt. Tu es viré. Les gens démissionnent. Quand ils s'en rendent compte, c'est nul. La dernière chose dont on avait besoin était une nouvelle panne en plein milieu de la course. Tyson et Damon Brown étaient sur place, amassant des fonds précieux comme si leur vie en dépendait, assurant la continuité des opérations malgré l'épuisement. Chaque machine devait fonctionner parfaitement, car quelques heures d'arrêt pouvaient faire la différence entre une victoire et une défaite cuisante. Et puis, le moment de vérité. Bob, la station de lavage, fut mise en marche pour la première fois sur le sol de Sulphur Creek. Le rugissement de la machine emplit l'air tandis que l'équipage retenait son souffle, regardant la terre couler. Serait-ce un succès ou une nouvelle expérience coûteuse? Au vu du bilan de la semaine, c'était clair. Ce n'était pas seulement une bonne initiative, c'était une décision de force. Il avait non seulement réussi à couvrir une part importante de son prix d'achat, mais il s'était également positionné pour continuer à accumuler de l'or à un rythme effréné. L'investissement était rapidement rentabilisé. Il n'y avait cependant pas encore de quoi se réjouir. Les semaines suivantes allaient déterminer le véritable potentiel de Sulphur Creek. Parviendrait-il à maintenir ce niveau de production? Continuerait-il à produire de l'or à un rythme impressionnant? Ou ralentirait-il considérablement? Chaque once comptait et il surveillait chaque récolte d'un œil attentif. Sa stratégie était simple.
cultiver la terre aussi durement que possible, tant qu'elle était encore fraîche. L'équipe travaillait de longues journées, n'ayant presque plus le temps de souffler. L'efficacité était la clé et il ne laisserait rien passer. Si un équipement ne fonctionnait pas, il était réparé ou remplacé. Si un ouvrier ne suivait pas le rythme, il était poussé à redoubler d'efforts. L'exploitation devait fonctionner comme une machine bien huilée, et il n'avait aucune tolérance pour moins. Il ne s'agissait pas seulement du gain immédiat. Il avait une vision plus large. Si Sulphur Creek était constant dans ses performances, cela changerait la donne. Ce terrain pourrait devenir l'un de ses plus rentables à ce jour, ouvrant la voie à des opportunités encore plus grandes. Il avait toujours à l'esprit l'expansion, et si ce terrain se révélait être une mine d'or, nul ne savait ce qu'il ferait ensuite. Chaque nettoyage était un nouveau test, une nouvelle occasion de vérifier si Sulphur Creek valait vraiment l'investissement. L'équipe a travaillé sans relâche, le visage couvert de sueur et de poussière. Mitch et Tyson ont fort à faire avec 2 usines en activité. Ils sont sur le point de suivre le rythme de travail nécessaire pour pouvoir exploiter la mine cette saison. Alors qu'ils couraient après le prochain gros salaire, les enjeux étaient élevés, mais la récompense potentielle l'était tout autant. Les semaines passaient et les chiffres continuaient d'augmenter. La demande ne se contentait pas de tenir la route, elle dépassait les attentes. On extrayait de plus en plus d'or et son pari ressemblait de plus en plus à un coup de maître. Son investissement de 2,5 millions de dollars se transformait en une mine d'or géante. La ruée vers l'or ne s'essouffle jamais, et Parker Schnabel non plus. Tant qu'il y aura du terrain à creuser, il continuera à travailler plus dur, à dépenser plus et à s'assurer que chaque once d'or trouve sa place dans sa poche. Sulphur Creek n'était que le début d'un nouveau chapitre dans sa quête incessante de richesse. Et avec de tels chiffres, ce serait l'une de ses plus grandes victoires à ce jour. Tout d'abord, parlons des difficultés liées à ce type d'expansion. On pourrait croire que l'exploitation minière se résume à extraire de l'or et à engranger des bénéfices. Mais non. Chaque initiative est accompagnée d'un fouillis de réglementation, de drames environnementaux et d'une bonne vieille indignation locale. Et lui, il s'aventure au cœur de l'action. Cette nouvelle terre n'est pas juste un bout de nature sauvage oublié attendant l'arrivée de quelques excavatrices. Non. C'est un bien immobilier de premier ordre au Yukon, qui n'a pas été touché pour rien. Les organismes de surveillance environnementale sont déjà sur place, prêts à imposer des restrictions dès qu'ils flaireront le moindre problème. Les lois de cette région du Canada ne sont pas oisives. Chaque pierre retournée, chaque ruisseau perturbé, chaque goutte d'eau utilisée doit être comptabilisée. S'il ne respecte pas les règles, il ne s'en tirera pas avec une simple tape sur les doigts. L'opération pourrait être brutalement interrompue. Être propriétaire d'un terrain est une chose, l'entretenir en est une autre. Les défis s'accumulent rapidement. Un pari risqué de 2,5 millions sans filet de sécurité. Et en parlant d'eau, c'est là que les choses se compliquent. L'extraction de l'or est une activité gourmande en ressources. Il s'agit de déplacer des quantités incroyables de terre et d'avoir besoin d'encore plus d'eau pour séparer l'or des décombres. Mais le Yukon ne le laissera pas absorber toute l'eau qu'il veut. Les lois ici sont strictes. Et si Parker n'obtient pas les permis nécessaires, il risque de lourdes amendes. Au pire, une fermeture pure et simple. Et n'oublions pas, toute contamination de ces sources d'eau pure, c'est un désastre imminent, tant pour son entreprise que pour sa réputation. Mais attendez, ce n'est pas tout. La restauration des terres n'est pas facultative. C'est la loi. Il ne peut pas simplement raser le terrain, empocher l'or et laisser un terrain vague derrière lui. Le gouvernement exige un plan complet de remise en état du terrain après l'exploitation. Et devinez quoi? C'est coûteux. Parker doit trouver comment extraire de l'or tout en maîtrisant les efforts de restauration. Un seul faux pas et ses résultats financiers en pâtissent gravement. Se pose également la question des droits fonciers des Autochtones. Le Yukon abrite de nombreux groupes des Premières Nations qui y vivent depuis des générations. Ces communautés luttent depuis des années pour la protection de leurs terres. Et elles ne resteront pas les bras croisés pendant qu'un mineur débarque avec ses grosses machines. Parker sait qu'il est sur un fil. S'il ne mène pas les négociations avec respect, il risque d'être confronté à des poursuites judiciaires, des manifestations et un cauchemar médiatique qu'aucune quantité d'or ne pourra résoudre. Et n'oublions pas les autres mineurs. L'exploitation aurifère est impitoyable, et tout le monde n'est pas ravi de voir Parker engloutir davantage de terres. Il faut agir au plus vite pour mettre ces terres à nu. C'est ce qu'il faudra. Je veux dire, tout le monde doit se mobiliser,
car nous avons trop de chemin à parcourir si tout le monde ne s'investit pas. Certains mineurs de la vieille école lorgnent ce secteur depuis des années. Et maintenant qu'il est retiré du marché, il y aura forcément du ressentiment. Dans un secteur où les rivalités sont profondes, se faire des ennemis n'est pas un simple désagrément. C'est une source de sabotage, de mauvaises affaires et de nombreux espoirs de faillite. La logistique de son expansion est un autre défi. Plus de terrain signifie plus d'équipement, plus de travailleurs et beaucoup plus de carburant. Et cela a un coût. Le simple fait d'installer les machines est un cauchemar logistique. Et la météo imprévisible du Yukon ne facilite pas les choses. Une forte tempête de neige ou un gel inattendu pourrait tout paralyser, saignant l'argent tandis que l'or reste intact sous une couche de glace. Mais voilà le problème. Parker n'est pas du genre à reculer. Il a bâti toute sa carrière en prouvant aux autres qu'ils ont tort, et il ne compte pas se laisser arrêter par quelques obstacles. La clé du succès de cette expansion réside dans l'efficacité. Cela implique de réduire le gaspillage d'eau grâce à des équipements de haute technologie et de trouver des moyens de se passer des régulateurs. Il étudie déjà des systèmes de recyclage de l'eau qui lui permettraient de réutiliser chaque goutte plusieurs fois avant d'en prélever davantage dans l'environnement. Une décision judicieuse, car non seulement cela lui évite d'être surveillé par les écologistes, mais cela lui permet aussi d'économiser une fortune. La restauration des terres, il n'attend pas la fin du cycle minier pour s'y mettre. Il privilégie une réhabilitation progressive, en réhabilitant les zones au fur et à mesure, plutôt que de laisser des dégâts à régler plus tard. C'est un jeu stratégique qui satisfait les régulateurs et lui donne un avantage lors de futures transactions foncières. S'il parvient à prouver qu'il est un exploitant minier responsable, il aura plus de chances d'obtenir des permis plus rapidement que ses concurrents. Le jeu politique est tout aussi crucial. Parker ne se contente pas d'utiliser la force brute. Il veille à établir de véritables relations avec les communautés des Premières Nations. Il dialogue avec les dirigeants, écoute leurs préoccupations et ajuste ses opérations pour minimiser les conflits. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les poursuites judiciaires. Il s'agit de s'assurer un accès durable aux terres sans se battre constamment contre l'opposition. Vous savez, lorsque le CEP 150 est parti, j'ai dû réduire légèrement la puissance de l'usine pour pouvoir suivre le rythme, car le 480 ne pouvait pas creuser. Pour obtenir suffisamment de gains. Oui, c'était difficile. J'espère qu'on ne s'en rend pas trop compte pour le moment. Nous avons certainement perdu du terrain. Malgré les nombreux défis à relever, Parker est déterminé. Il sait que s'il y parvient, Sulphur Creek pourrait être l'un de ses projets les plus fructueux à ce jour. Les risques sont énormes, mais les bénéfices le sont encore plus. Mais un faux pas, un permis refusé, une erreur environnementale, un faux pas avec les communautés locales, et tout s'écroule. Pour l'instant, Parker ne craint pas l'échec. Il pense au prochain gros gain, à la prochaine acquisition de terre et à la prochaine étape pour transformer son empire aurifère en une entreprise durable. Car, au final, il ne s'agit pas seulement d'or. Il s'agit de construire un héritage. Et un héritage, ça ne se construit pas en jouant la sécurité. Creusons maintenant plus profondément, au sens propre comme au sens figuré. Cet accaparement de terre n'est pas seulement une question d'expansion. Il s'agit de survie dans un jeu où l'immobilité signifie perdre du terrain. Parker ne cherche pas la victoire rapide. Il élabore des stratégies à long terme, devance ses concurrents et pose les bases d'une exploitation capable de résister aux aléas du monde de l'orpaillage. Chaque dollar dépensé aujourd'hui est un investissement calculé pour des bénéfices futurs. Et il mise sur le fait qu'une planification intelligente est toujours préférable à la chance. Il ne s'agit pas d'une simple exploitation minière. C'est un champ de bataille où seuls les joueurs les plus coriaces, les plus intelligents et les plus acharnés survivent. Parker ne cherche pas seulement de l'or. Il aspire à dominer un secteur aux enjeux élevés, où seuls ceux qui prennent des risques calculés parviennent à s'imposer. Et que l'on apprécie ou non son approche, une chose est sûre, il n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, l'acquisition de 2,5 millions de dollars par Parker était-elle un coup de maître ou un pari risqué qui pourrait ruiner son empire? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas, aimez, abonnez-vous et restez à l'écoute pour en savoir plus.